tous, bienvenue dans Asphalte. Aujourd'hui, on allie sportivité et écologie. Vous allez comprendre pourquoi dans le sommaire qui suit. Dans ce nouveau numéro, nous évoquerons le nouveau programme sportif Peugeot Sport et le réengagement du constructeur en WRX, toujours aux côtés de Sébastien Loeb. Nous parlerons Formule 1 avec le président Renault Sport Racing. Jérôme Stoll reviendra sur les ambitions du team dans ce domaine. Et pour notre essai du mois, la Lexus LC 500H, un modèle hybride aux allures de supercar. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Vanessa. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Alors, je pense que vous avez bien sûr entendu, aujourd'hui on allie sportivité et écologie avec ce modèle aujourd'hui, la LC 500H de chez Lexus. Voiture extraordinaire quoi. Bon, d'ailleurs on dirait un concept-car. Tout à fait. Je trouve que les formes sont vraiment futuristes. Elles sont dans l'air du temps d'ailleurs et je crois que ça va être une voiture très sympa à essayer, quoi. Alors, ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'elle est équipée de cette option Sport Plus qui lui permet d'avoir ce toit carbone, magnifique toit carbone, cet aileron rétractable qui se déploie à 80 km/h. Ça, c'est plutôt sympa. Et évidemment, quand on voit cet arrière, hein, Jean-Pierre, c'est extraordinaire. Ce profil bas, large. Profil bas, large. Ben, ça rappelle toutes les voitures modernes, tous les concept cars actuels, quoi. Absolument, un effet de puissance, j'ai envie de dire. De puissance, avec ses sorties d'échappement carrées, en fait ça rappelle chromé, ça rappelle toutes les voitures actuelles, que ce soit les Porsche, les Mercedes, toutes les voitures de grand tourisme, quoi. C'est vrai. On est dans du grand tourisme. Alors écoutez Jean-Pierre, je pense que nous avons vu l'essentiel. Et ce que j'aime beaucoup, ce sont les phares affinés là, en LED, qui sont vraiment aussi très intégrés dans la carrosserie et qui lui donnent une allure futuriste. Oui, beaucoup d'innovations technologiques. De chez Lexus, hein, vraiment propre à Lexus. Alors on va parler évidemment des performances, mais d'abord, je vous propose de l'essayer. Avec grand plaisir. Allez, à tout de suite. Plusieurs années entre le concept et la version définitive ont été nécessaires afin de découvrir la Lexus LC 500H. Aujourd'hui, elle ressemble à un authentique concept car, avec une silhouette étirée à la manière d'un coupé, lignes fluides et subtiles, agressives et classe, organique et technique, une véritable réussite qui fait d'elle, sans aucun doute, l'une des plus belles voitures du moment. L'habitacle est accueillant avec une finition irréprochable. Dominée par une planche de bord au dessin audacieux, la LC 500H est dotée d'une position de conduite très bien étudiée. Les sièges, quant à eux, sont enveloppants et confortables. Le volant épais épouse parfaitement les mains. La vision périphérique est assez remarquable pour la catégorie. Jean-Pierre, sous cette belle robe, j'ai envie de dire, alors on retrouve un moteur V6 de 299 chevaux, associé, on l'a bien compris, à un moteur électrique avec des batteries lithium qui se trouvent juste derrière les sièges arrière et qui cumule finalement pour une puissance de 360 chevaux. Faut-il quand même avoir le pied léger quand même? Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que les 350 chevaux sont bien là, mais pour une utilisation sportive, on va dire c'est surtout une utilisation de confort et de grand tourisme, puisque cette voiture, bien sûr, les 350 chevaux sont accouplés à une boîte semi-automatique, on va dire une boîte élastique, qui fait que ça gomme un petit peu les effets d'accélération violents qu'on pourrait retrouver au travers d'une voiture de grand tourisme. Alors parlons-en justement de cette boîte. Je sais que ça ne vous plaît pas trop, hein. Alors on va en parler. C'est une boîte à variation continue. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit peu le principe à l'époque des voitures des DAF.
C'est-à-dire c'est un variomatique qui se durcit en fonction de la vitesse de rotation de la voiture et de la vitesse. Donc on se retrouve avec un effet mobilette, c'est-à-dire que le moteur, on ressent un petit peu du patinage et un effet de moteur qui s'accélère. Donc c'est un peu désagréable. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Et puis en termes de puissance, de transmission de la puissance, on n'a pas l'effet comme une boîte normale où le couple est transmis directement aux roues, il n'y a pas ce glissement. Pourquoi ce choix? C'est propre à Lexus en plus, hein? Ben en fait, c'est surtout lié aux voitures qui sont les voitures avec mixte, c'est-à-dire alimentation électrique et moteur thermique. Donc D'accord. Et c'est vrai qu'il n'y a que les Japonais, en particulier Toyota et Lexus, puisque Lexus est la marque phare et de prestige de Toyota. Les passages de rapport de boîte sont assez rapides, mais pas autant que ceux d'une double embrayage. Cette boîte 10 se montre obéissante et capable de rétrograder au-dessus de 5000 tours minute. Il faut toutefois faire une croix sur le launch control. Avec ce nombre de rapports sans fin, seuls les 6 premiers servent véritablement à la performance, en menant à la bride 270 km/h réels à fond de 6. J'imagine, Jean-Pierre, que vous suivez de près et depuis très longtemps la carrière de Sébastien Loeb. On a vu que, quand même, on a suivi son retour en WRC et il est réengagé également en WRX Rallycross, pour notre plus grand bonheur, toujours chez la marque au Lyon. Bah effectivement, on s'aperçoit que Loeb n'a pas perdu sa pointe de vitesse. Effectivement. On voit sa performance au Rallye de Mexique, au Tour de Corse. Et franchement, moi je ne suis pas très étonné puisque on a la chance en France d'avoir, je pense, les 2 meilleurs pilotes de rallye internationaux. Et franchement, moi j'étais persuadé qu'il allait pouvoir jouer les premiers plans. Et c'est un des meilleurs pilotes mondiaux. Beaucoup en doutaient, hein, c'est vrai, beaucoup en doutaient vu l'âge, et c'est vrai qu'il n'avait plus roulé en WRC depuis longtemps, mais finalement, il a toujours roulé. Il a toujours roulé. Il s'est jamais arrêté. Exactement. De toute façon, il a roulé en championnat de tout terrain du monde avec Peugeot, donc il avait gardé sa vitesse, sa pointe de vitesse, et surtout son cerveau était toujours habitué à rouler dans des grandes vitesses, quoi. Eh bien, sachez qu'Asphalt a rencontré le directeur général de chez Peugeot. Il nous livre son ressenti sur le réengagement, finalement, en WRX avec Sébastien Loeb. Regardez. C'est avant tout un investissement marketing. Peugeot avait choisi de s'engager en rallye raid durant ces 3 dernières années afin de rester cohérent avec leur offensive SUV. Aujourd'hui, le choix se porte plutôt vers le WRX qui représente de nombreux avantages. Le WRX présente 2 intérêts. D'abord, état d'esprit. C'est gaming, le WRX. C'est voilà, les profils sont de gens qui viennent là. Vous voyez à la Loéac, vous le voyez ailleurs, c'est juste un truc, c'est gaming. C'est super visuel d'ailleurs, et donc ça m'intéresse. 2, c'est cohérent avec le plan produit de la marque. C'est-à-dire que les voitures qui tournent aujourd'hui et demain seront cohérentes du plan produit, et donc des lancements commerciaux qu'on va faire dans les 3-4 ans qui viennent. Donc je ne vais pas commenter plus que ça, mais parce que l'actualité est 508 et Rifter, mais on a là une cohérence avec notre plan produit des 3-4 années qui viennent. Et puis, un autre point important, c'est que le WRX, ça marche en thermique, ça marche aussi en électrique. Et donc, on peut peut-être vivre avec Sébastien Loeb, qui va bosser avec nous sur la conquête du WRX, à la fois une période thermique et une période électrique. Et en ce moment de transition énergétique, évidemment, ça présente un intérêt. Donc, WRX, gaming, cohérent avec le plan produit de la marque et cohérent avec la transition énergétique, avec en plus Sébastien qui a envie d'aller gagner avec nous, parce qu'on veut gagner, hein, on ne veut pas juste participer là, c'est quelque chose qui est intéressant. Pas moins de 7 podiums pour la saison 2017 et une 4e place au classement final. Rappelons qu'il ne s'agit que la 2e saison en WRX. Vu sous cet angle, le challenge semble plutôt prometteur pour 2018. On l'a vu dans le dernier Dakar, là où il a eu son accident avec Daniel. Il a super touché, il voulait gagner. Il était vraiment touché par le sujet. Hein, c'est pas, il a quand même juste
9 fois champion du monde de rallye, il n'y a à peu près rien à prouver à personne. Hein. Mais voilà, quoi, il a ce fighting spirit qui est celui qu'on a dans la marque aujourd'hui, et il a envie de vaincre. Donc on s'est dit, allez, on s'est tapé dans la main là, l'année dernière, on s'est dit, t'as envie, mais il dit, ouais, mais j'ai envie pour gagner, et nous aussi, donc ça tombe bien, et go. Donc voilà, une aventure qui est plutôt sympa, qui s'ouvre là, avec les premiers roulages en avril, et le combat des 3 ans qui viennent. IMG a récemment annoncé un projet de création d'une catégorie électrique dans le cadre du championnat du monde, une initiative que Peugeot cautionne fortement, un nouveau challenge qui permettra par la même occasion d'accompagner le constructeur français dans sa volonté de promouvoir la transition énergétique. De retour à bord de la Lexus LC500H. Alors Jean-Pierre, il faut savoir que toutes les LC finalement sont dotées d'une transmission propulsion. La transmission intégrale n'existe pas en modèle LC chez Lexus, mais quand même elles sont dotées de roues directrices arrière, et ça c'est non négligeable. Effectivement, le point fort vraiment de cette voiture, c'est son châssis. On retrouve tous les éléments d'une voiture moderne, de grand tourisme, de compétition. Les suspensions sont très adaptées à la conduite rapide. Et d'ailleurs, avec l'arrivée de la version 500 chevaux, le châssis est complètement adapté et supportera cette surplus de puissance. L'utilisation aussi des roues arrière directrices aussi est un plus, puisque la voiture s'engage plus facilement, et donc on retrouve une facilité de conduite que l'on n'a pas sur certaines voitures. Malgré son architecture à moteur avant, elle étonne par son équilibre. Dans les enchaînements rapides, la suspension pilotée de série canalise bien les méfaits de l'inertie. Le châssis est particulièrement rigide, caractérisé par l'emploi massif de composants en fibre de carbone et en aluminium. Allez, on va parler d'un tout autre registre, mais tout aussi intéressant, Jean-Pierre. Parlons un peu de F1. Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce retour de Renault depuis quelques années en F1? Plutôt pas mal pour le championnat. Déjà, c'est pas trop pas mal aussi pour la France, parce que d'avoir une écurie de F1 au top niveau, c'est quand même, ça représente la technologie française en matière d'automobile. Bon, ce qui est certain, c'est que Renault va se donner les moyens d'essayer d'obtenir le titre. Bon, je sais que l'objectif, c'est un titre de champion du monde sous 5 ans. Ça fait 3 ans qu'ils ont démarré. Là, ils ont pris des nouveaux pilotes, ils ont un nouveau moteur. Donc, je crois que tous les feux sont ouverts pour essayer d'atteindre l'objectif, qui est la victoire en F1 dans 5 ans. Eh bien, justement, à l'occasion du salon de l'auto de Genève, nous avons pu longuement nous entretenir avec le directeur Renault Sport Racing, Jérôme Stoll. Il nous en parle, regardez. Dimanche 1er juillet 79, 14h45. Des téléx crépitent dans les rédactions. C'est en 1979 que Renault, première Formule 1 100% française, remporte le Grand Prix de France. Le pilote Jean-Pierre Jabouille fait alors briller la marque aux losanges. Alain Prost le remplace en 1981. Le futur quadruple champion du monde enlève 3 Grands Prix lors de sa première saison chez Renault. Après des hauts et des bas durant les années 2000, le président du groupe Renault, Carlos Ghosn, annonce officiellement le retour de la marque française en tant que constructeur dès 2016. Aujourd'hui, l'objectif est clair. Être sur le podium, en général, ça a pris 5 ans, grandes équipes, pour venir sur le podium de manière durable. Mercedes a mis 5 ans, Red Bull a mis 5 ans. Donc ça ne nous paraît pas anormal qu'on ait un planning sur 5 ans, une roadmap sur 5 ans, pour aller de manière durable sur le podium. C'est notre ambition. Renault Sport F1 est la structure mise en place pour représenter la marque en championnat du monde de Formule 1 FIA. Elle a pour mission de dessiner et d'élaborer des moteurs capables de s'adapter au châssis. La RS18 est le 3e châssis conçu depuis son retour. Véritable évolution et sophistication des solutions développées en 2017, la RS18 dispose d'un concept de suspension retravaillé et de plus d'appui aérodynamique. La réglementation de la FIA et de la FOM est quand même assez stricte, et donc il faut trouver les bons éléments pour pouvoir développer une performance qui soit meilleure que les concurrents. Je pense que la première année,
on a repris un châssis qui avait finalement connu pas ou très peu de développement dans les mois qui ont précédé, et qui avait, en l'occurrence, la saison d'avant, un moteur Mercedes dedans. Donc en 2016, honnêtement, le seul but, ça a été de mettre un moteur Renault et puis faire en sorte que la voiture roule correctement. 2017, on a commencé à retravailler beaucoup plus le châssis, l'aérodynamisme. 2018, on a une voiture qui commence à être à rentrer dans la cour des grands, on va dire, avec des aérodynamiciens qui sont venus nous rejoindre de très grandes équipes et qui nous ont amené véritablement un dessin de la voiture, une fluidité dans le dessin de la voiture qui lui donne un aérodynamisme qui très clairement nous rapproche des meilleurs. Dans les temps que l'on a vus aujourd'hui autour, on commence à être proche des meilleurs, en tout cas en tête du midfield des concurrents de la F1, c'est ce qu'on voudrait être cette année. Lancée en 2016, la Renault Sport Academy détecte et forme les jeunes espoirs du sport auto, capables de mener le constructeur vers un titre de champion du monde. Quand on est impliqué dans la Formule 1, il faut qu'on ait une politique autour des pilotes et des jeunes pilotes. Bon. Les très grandes équipes ont la chance d'avoir une équipe majeure et puis une équipe junior, on va dire. Nous fournissons des moteurs à des équipes majeures. Donc finalement, c'est un peu compliqué d'aller placer un jeune pilote dans une équipe junior qui nous dépendent comme font Ferrari ou Mercedes. En revanche, on a quand même une académie sur laquelle on veut avoir des pilotes que l'on teste. On les teste sur Eurocup, on les teste sur différentes formules qui existent. Et là, on aura un troisième pilote qui est un anglo-coréen, un Ken, qui est issu de notre académie et qui va être un pilote qui va faire son apprentissage dans la F1. Peut-être deviendra un pilote de F1. Renault voit loin en développant la RS 2027 Vision, un concept car qui pourrait augurer le futur de la Formule 1. Jean-Pierre, pour terminer, finalement, ce duo équilibré entre essence et électrique vous a-t-il paru efficace? C'est un petit peu mitigé. Ah. Au travers de sa robe très sportive, d'avant-garde, de haute technologie, malheureusement, c'est vrai qu'elle a un design parfait. Ouais. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est cette boîte à vitesse qui vraiment a toujours la même. Mais ça reste quand même au niveau du confort, de la qualité de conduite. C'est une voiture qui s'adapte et qui va correspondre à pour du grand tourisme, pour du confort avec de la sécurité, de la haute technologie, quoi. Mais je pense qu'avec l'arrivée du très gros moteur de 500 chevaux, là, on va avoir une moto parfaite qui va être une très grande sportive, puisque le châssis est capable de supporter, la sécurité aussi. Puis sa robe aussi, bien sûr, c'est quand même quelque chose d'avant-garde et exceptionnel. Donc, moi, je vous propose un rendez-vous pour un essai avec le gros moteur. Volontiers. Et là, je crois que ça va être très sympathique. Déjà, l'intérieur, c'est vrai qu'on est très bien. Niveau confort, il n'y a rien à dire. Les finitions sont parfaites, hein, si on peut dire un mot sur l'intérieur. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des intérieurs, mais quand même, ça vaut le détour. Complètement, quand on voit la finition des cuirs, la sellerie, le siège, le confort, la position de conduite aussi. On est très bien assis. Maintenu dans les baquets, oui. Voilà, ce qui engage peut-être à rouler un petit peu plus vite, parce qu'on est tellement bien serré dans les sièges, on n'a pas du tout d'impression de vitesse. Et c'est une très grande voiture, quoi, avec, on voit toute la partie électronique d'aide au pilotage et aussi tous les accès qu'on peut avoir à l'intérieur de la voiture. Je crois Plusieurs modes également de conduite, c'est vrai qu'on a oublié de le dire. Et il y a un sport et sport plus. Sport plus, oui. Justement, qui limite un petit peu le sport plus. En fait, l'action, c'est de limiter un petit peu le glissement, mais qui, malgré ça, reste quand même toujours présent, quoi. Et oui. Mais ça reste aussi quand même une grande voiture pour faire des grands trajets, des belles balades en toute sécurité, dans un grand confort, un silence. Ah oui, mais c'est quand même du silence. Voilà, c'est perturbant aussi un peu. Ouais. Hein. Mais en fait, quand on démarre, on est en full électrique, mais ça ne dure pas très longtemps. Et le transfert, le passage du mode électrique au mode
on va dire, mécanique. Il se fait tout de suite? Il se fait quasiment instantanément, D'accord. à la première sollicitation, sans aucune intervention. D'accord. Mais ça, c'est l'ADN de Toyota et de Lexus, quoi. C'est vraiment, ils sont, je pense, précurseurs et en avant-garde de cette technologie, quoi. Bien sûr. Écoutez, Jean-Pierre, c'était un pur plaisir de vous retrouver. Je vous donne rendez-vous très vite. En tout cas, merci pour cet essai. C'est un grand plaisir. Et donc, le rendez-vous est prêt pour l'essai de la 500. Ah ben écoutez, je signe de suite. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Vanessa. À très bientôt. Ce spectaculaire coupé version hybride se base sur les 20 ans d'expérience de Toyota. Les amateurs de sans-plomb peuvent tout de même se rassurer. Lexus offre également la LC500 sans le H d'hybride avec un imposant V8 5 litres atmosphérique. Votre magazine Automobile Asphalte est terminé. On se retrouve le mois prochain pour encore plus d'actualités automobiles. À très vite. Merci Jean-Pierre. À la prochaine.